Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire en français. En fait, il n'y a que moi qui vais parler français, mais on a une interprète. Donc, si vous allez sur la petite map monde qui est en bas de votre écran, ou s'il n'y avait pas de map monde, vous cliquez sur plus, vous allez voir une petite map monde et vous cliquez sur interprétation. Et donc, vous aurez une interprétation en direct en français de ce que vont partager nos speakers aujourd'hui. Voilà, une petite manipulation à faire avant de commencer. Encore merci d'être là pour ce webinaire Fundraising, le défi américain. Pour les grands anciens comme moi, le défi américain, ça vous rappelle sans doute le livre de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Maintenant, on va parler du fundraising, le défi américain autour du fundraising. Je m'appelle Arnaud Marcilassi, je suis le directeur du département Fundraising International de Chapel New York. Et beaucoup de nos clients s'intéressent aux États-Unis parce que les États-Unis sont vraiment le royaume de la philanthropie. C'est là où il y a vraiment le plus de fondations, le plus de grands donateurs, le plus d'activités autour du fundraising. Et évidemment, la plupart de nos clients s'intéressent beaucoup à aller collecter des fonds aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de ce défi-là, qui est d'aller collecter des fonds aux États-Unis quand on est une organisation en Ok, dehors je des te tiens États-Unis. au courant. Allez, bonne Euh, soirée. Au revoir. Merci. j'ai un retour. OK, c'est bon. Voilà. Alors, juste 3 mots sur moi. Moi, je connais bien l'Amérique du Nord parce que j'y ai vécu pendant 10 ans. J'ai travaillé avec une grande ONG américaine qui s'appelle World Vision. J'ai travaillé avec des grands cabinets conseils américains pour tout ce qui est grand donateur, capital campaign. Et puis, je suis revenu en France il y a une quinzaine d'années et j'ai appliqué ces méthodes américaines aux grandes universités françaises, à des grandes institutions culturelles françaises, avec du succès. Mais bon, on sait qu'en France, les choses évoluent moins vite qu'aux États-Unis et on n'est absolument pas au niveau des États-Unis, mais ça bouge. Et je suis optimiste pour le fundraising et la philanthropie en France. Voilà. Euh, 2 mots également sur Chapel New York. Chapel New York est une grande organisation, une grande firme internationale qui existe depuis 27 ans, qui a travaillé pour plus de 4000 clients dans le monde entier et qui a permis à ses clients de recevoir des dons transfrontaliers jusqu'à plus de 1 milliard d'euros ou dollars pendant ces années. La base de ce qu'on fait chez Chapel New York, c'est tout ce qui est de vous permettre de vous installer dans un pays étranger pour aller y collecter des fonds. On a 6 fondations abritantes, une aux États-Unis, une au Canada, une en Hollande, une en Suisse et une au Royaume-Uni et une à Hong Kong. Donc ces fondations vous permettent, vous abritent pour vous lancer dans un autre pays et puis on vous aide autour de tout ce qui est le fiscal, le légal et puis de gérer votre organisation, enfin votre filiale sous notre fondation sur place. Et puis, il y a donc un peu plus d'un an, Nancy Bixon, qui est avec nous aujourd'hui, la directrice générale de Chapel New York, m'a demandé de créer un département de fundraising international pour aider nos clients qui, justement, une fois installés sur place, avaient besoin d'aide pour aller collecter des fonds. Donc, j'ai accepté avec plaisir et avec joie. C'est depuis un an et demi vraiment un travail fantastique et passionnant. La première chose qu'on a fait, c'est de mettre sur pied une équipe de ce qu'on appelle des experts en fundraising international. On a constitué donc une équipe de 40 experts, dont 15 sont aux États-Unis et 2 aujourd'hui avec nous, et qui sont sans doute les meilleurs d'entre tous. On a aujourd'hui avec nous Sue Devine, qui a été responsable de l'American Friends of the British Museum et puis ensuite de l'American Friends du Louvre à New York, il y a encore très peu de temps, et qui maintenant est à Los Angeles et qui nous a fait la joie de rejoindre tout dernièrement
notre équipe d'experts internationaux. Donc, on est très heureux de l'avoir avec nous et on est très heureux de l'avoir aujourd'hui. Et on est particulièrement reconnaissant qu'elle soit là parce qu'aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle Thanksgiving. C'est un jour férié, c'est des vacances. Et Sue et Stuart, dont je vais dire un mot tout de suite, sont à Los Angeles et à San Diego sur la côte ouest. Donc là-bas, il est 8 heures du matin et c'est les vacances. Donc on les remercie particulièrement. Donc l'autre expert qui est avec nous aujourd'hui, c'est Stuart Krantz. Stuart Krantz, c'est par contre là un des plus anciens experts de Chapel York. Il a une expérience absolument fantastique, particulièrement avec des organisations aussi prestigieuses que le MIT, que Harvard aux États-Unis. Il a conduit des campagnes de très très haut niveau qui ont collecté des centaines de millions de dollars. Il a géré des grandes équipes de développement. Et donc maintenant, il fait partie de notre équipe d'experts. Et là, en ce moment, on travaille, lui et moi, sur un client brésilien, la plus grosse école de commerce brésilienne qui s'appelle Fundação Dom Cabral. On travaille avec eux depuis quelques mois à lancer leur première campagne de fundraising à hauteur de 50 millions de dollars et qui va être orientée essentiellement vers les États-Unis. Donc, c'est une très belle initiative et je suis ravi de travailler avec Stuart, qui est quelqu'un de passionnant et un magnifique et excellent expert de Chapel York. La troisième personne qui est avec nous aujourd'hui, c'est notre directrice générale, Nancy Bixon. Nancy est à l'origine une avocate. Elle habite à Londres et c'est une femme qui est extrêmement entrepreneuriale, qui a créé cette compagnie, cette firme, il y a 27 ans, et qui l'a développée de manière absolument magistrale, et qui a eu la bonne idée de me recruter il y a 1 an et demi. Merci, Nancy. Et on est vraiment sur une voie de succès et sur une voie absolument passionnante. Voilà, donc on va passer maintenant à nos speakers. Je vais d'abord leur demander de se présenter chacun très brièvement, individuellement, et puis ensuite, ce sera Sue Divine qui commencera. Sue, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, c'est avec plaisir. J'ai grandi dans le Midwest et j'ai eu l'occasion de vivre un peu partout aux États-Unis. J'ai une maîtrise et j'ai aussi une licence en histoire de l'art de l'Université de Missouri et l'Université de Washington également. J'ai commencé ma carrière en tant que conservatrice à un musée d'art à Midland, au Texas. Et à partir de là, j'ai été habitée à Dallas. J'ai travaillé comme directrice adjointe au Meadows Museum à la Southern Methodist University, qui a une belle collection d'art espagnol. Après, je suis partie à Chicago. Là, j'ai acquis plus d'expérience en matière de collecte de fonds et j'ai été directrice de développement donc au Musée de l'Histoire à Chicago et j'ai été consultante senior pour Campbell Company, qui est un cabinet de conseil en levée de fonds. À partir de là, j'ai eu l'occasion de rejoindre American Friends of the British Museum. C'est une œuvre caritative basée à New York et ils étaient en train d'élargir leurs efforts en matière de collecte de fonds pour soutenir la campagne concernant le Great Court au British Museum et d'autres initiatives. 6 ans plus tard, j'ai été recrutée pour être la première directrice exécutive de American Friends of the Louvre. Et après presque 20 ans dans cette entité, j'ai franchi une nouvelle étape de carrière et récemment, j'ai lancé mon propre cabinet de conseil en philanthropie. Merci beaucoup, Sue. Stuart, tu peux te présenter brièvement? C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis dans la collecte de fonds depuis le milieu des années 90, principalement en tant que directeur et exécutif à l'Université de Harvard et aussi au MIT et à l'Université de Californie à San Diego. Et je vais partager un exemple qui vient d'une de ces écoles-là pour mettre en exergue quelques points plus tard. Donc, vers 2019, je suis devenue consultant. Je travaille avec des clients dans le monde entier. Je les aide
à réussir dans leur levée de fonds au niveau national et à l'étranger. Merci beaucoup, Stuart. Nancy, tu veux te présenter brièvement? Arnaud. Je suis Nancy, je suis directrice de Chaplain York. Je suis avocate depuis 40 ans euh, et je suis heureuse d'être ici aussi. Merci beaucoup, Nancy, et félicitations pour ton français. Bravo. C'est OK, maintenant on va passer donc à nos speakers. Le sujet d'aujourd'hui, je vous le rappelle, c'est fundraising, le défi américain. Et on va parler de qu'est-ce que ça veut dire d'aller collecter des fonds aux États-Unis quand on est une organisation hors des États-Unis. C'est ce que je vous le disais, comme je vous le disais en introduction, c'est ce que nous demandent beaucoup de nos clients quand ils commencent à travailler avec nous. Ils souhaitent collecter des fonds aux États-Unis. Comment ça se passe quand on veut aller collecter des fonds aux États-Unis pour son institution? Donc, je vais passer d'abord la parole à Sue Devine, qui, comme je vous l'ai dit en introduction et comme elle vous l'a dit elle-même, s'est occupée de l'American Friends of the British Museum et American Friends du Louvre, et qui a fait progresser énormément le Louvre aux États-Unis et qui a obtenu des très, très grands résultats. Mais elle l'expliquera mieux que moi. Donc, Sue, je te passe la parole. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup, Arnaud. Oui, je pensais que ça serait intéressant de partager avec vous une petite histoire rapide de American Friends of the Louvre, comment ça a vu le jour. Je voudrais mettre en exergue le fait que la collecte de fonds aux États-Unis pour les structures internationales ne sera pas à la même échelle que c'était le cas pour le Louvre. Mais je pense que ce que je vais vous expliquer vous sera quand même utile. Donc, American Friends of the Louvre s'est établi en tant qu'œuvre caritative aux États-Unis en 2002 et a ouvert ses bureaux en 2004. La structure a été fondée à l'initiative d'un directeur visionnaire du Louvre qui était Henri Loiret, qui voulait formaliser les relations entre le Louvre et les États-Unis. Il voulait renforcer les liens entre le Louvre et la communauté de la philanthropie aux États-Unis. Donc, bien sûr, il y avait des partenariats avec des musées aux États-Unis déjà et ça a renforcé ces liens aussi et ça a aidé à la mise en place de American Friends of the Louvre. Pour l'instant, AFL, on peut l'appeler AFL, a obtenu des fonds de à peu près 60 millions de dollars américains pour le Louvre. Et j'étais donc la première directrice exécutive pour AFL et j'ai travaillé étroitement en collaboration avec le président, M. Christopher Forbes et M. Loiret aussi, et leurs équipes. M. Forbes a apporté beaucoup de talent à ces tâches parce que il fait partie de la famille connue dans le monde des médias et il a une passion pour l'art français, pour la culture française. C'est un collectionneur et il a un château lui-même en Normandie et il est très connu en tant que philanthrope. Il a très généreusement mis à disposition des espaces de bureau pour AFL à son siège sur la Fifth Avenue à New York. Mes premières tâches en tant que directrice exécutive étaient de mettre en place la structure AFL et le fonctionnement. J'ai donc établi des relations bancaires, j'ai établi un système de paie d'avantages pour les salariés, j'ai choisi un cabinet comptable, j'ai obtenu des conseils juridiques pour être sûr que AFL était bien en conformité avec les lois américaines et j'ai mis en place un budget opérationnel. J'ai aussi engagé une assistante et j'ai donc eu l'occasion de travailler avec les dirigeants du Louvre à Paris et des membres des équipes là-bas. On m'a présenté aussi aux conservateurs, aux chefs de département au Louvre pour on se connaisse mieux. Et afin d'initier la levée de fonds aux États-Unis, AFL a lancé un programme d'adhésion qui s'appelait The Chairman's Circle. On pouvait adhérer à ce programme en tant qu'individu. Ce type de programme est un mécanisme qui sert à identifier les nouveaux donateurs qui peuvent être
donc éduquer et gérer dans le temps en vue d'opérer des dons importants, les encourager à faire des dons importants. On établit donc le niveau de dons à 10 000 $ américains annuellement pour 2 personnes. En contrepartie, les membres étaient invités à participer dans un voyage annuel à Paris où ils pouvaient rencontrer le président du Louvre, les conservateurs. Ils étaient accueillis aussi au musée pendant sa journée de fermeture au public, etc. Et donc, ça a bien réussi ce programme et on a ajouté un deuxième voyage annuel pour les membres vers une destination culturelle aux États-Unis où il y avait des partenaires du musée du Louvre. Donc, basé sur la réussite de ce Chairman's Circle, AFL et le Louvre ont co-lancé le Conseil international afin de recruter des membres qui venaient d'ailleurs, qui venaient d'en dehors des États-Unis. Et le montant du don était fixé à 25 000 $ annuellement pour le Conseil international. On a des membres qui viennent maintenant des États-Unis, du Mexique, de Chine, d'Espagne, de France et de Suisse. Et les fonds levés grâce au Conseil international sont alloués à des expositions et d'autres projets prioritaires au Louvre. Afin d'augmenter la visibilité de AFL dans les domaines culturels et philanthropiques aux États-Unis et ailleurs, on a lancé toute une série de galas de levée de fonds aux États-Unis et à Paris aussi. Les premiers événements étaient à New York City, à Palm Beach et Houston. Et nous avons donc organisé aussi de grandes manifestations à Paris, de grands galas qui s'appelaient Liaison au Louvre, qui ont attiré du soutien des Américains, mais aussi d'autres mécènes à l'international. Ces galas ont levé des fonds substantiels pour le Louvre grâce à la billetterie et il y avait des ventes aux enchères, etc. Donc, l'objectif le plus important de AFL est de sécuriser des fonds pour les grandes initiatives du Louvre. La première campagne qu'on a soutenue, c'était la restauration des galeries des arts décoratifs du 18e siècle. Et c'est un projet qui se chiffrait à 30 millions d'euros. AFL s'est engagé à lever 4 millions de dollars de fonds et a pu réussir en identifiant des individus qui ont pu opérer des dons majeurs, des dons substantiels et aussi à travers les galas Liaison Louvre que je viens de mentionner. Et nous avons aussi aidé par la suite à la restauration des galeries romaines, à mettre en place un centre éducatif qui s'appelle The Studio et plus récemment, le nouveau département pour l'art byzantin et l'art chrétien d'Orient. AFL a aussi collaboré avec le fonds de dotation du Louvre qui a été établi en 2009 en sécurisant du soutien pour accompagner la recherche, l'éducation et les expositions qui ont lieu au Louvre. Et en fait, il y a plein de détails que je pourrais vous raconter en plus, mais c'est disponible sur le site de AFL si vous voulez bien vous y référer. AFL a aussi contribué au programme d'acquisition du Louvre. Il y a eu des œuvres d'art qui ont été données par des Américains grâce à la collaboration d'AFL et AFL a aussi aidé à lever des fonds pour les campagnes de financement participatif du Louvre. Récemment, il y a des chefs-d'œuvre qui sont entrés dans les collections du Louvre grâce à ces efforts. Ça comprend par exemple le panier de fraises de Chardin et le cameo de Miseroni. Afin de plus développer les programmes de levée de fonds, AFL a aussi lancé ce qu'on appelle la Masterpiece Society, afin d'encourager les individus à faire des legs et d'autres types de donations programmées à travers leur succession. Maintenant, je voudrais vous apporter quelques conseils que je voudrais donc partager avec vous sur comment il faut lancer et faire perdurer des programmes de levée de fonds réussis aux États-Unis pour vos propres structures. Vous savez qu'il y a des exigences en matière d'œuvres caritatives dans le cadre de l'article 501C3 aux États-Unis. La chose la plus importante, c'est d'établir une bonne relation de travail entre la structure française et le côté américain. Il est très, très important, il est même vital d'établir un climat de confiance entre les deux entités. Il faut qu'ils se mettent d'accord conjointement sur les priorités et les stratégies. Et quand j'étais chez AFL, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai travaillé avec des personnes très professionnelles, des membres des équipes au Louvre qui sont des personnes formidables et très dévouées. C'est aussi une bonne idée de formaliser comment les deux entités vont travailler ensemble sous forme d'un accord écrit. Cet accord devrait mettre en place
le calendrier des réunions du conseil d'administration, comment les équipes des deux côtés vont communiquer ensemble, comment on va développer et approuver des projets pour la levée de fonds, le type de reporting requis, etc. L'accord devrait aussi spécifier les avantages qui seront fournis par la structure française à l'organisation américaine et il faut que on fixe dans un accord les avantages qui seront mis à disposition des donateurs dans la structure côté français. Donc, il faut comprendre qu'aux États-Unis, les donateurs ont des besoins très sophistiqués et ils vont s'attendre à un traitement comme ils ont d'habitude de la part des structures françaises avec lesquelles ils travaillent. L'équipe américaine doit aussi collaborer étroitement avec les collègues français au niveau de l'éducation et de la gestion des donateurs américains. Ils vont devoir compter sur l'équipe française pour accueillir les donateurs et les prospects aussi à l'institution en question. Ces visites seront importantes et il faut aussi qu'il y ait une coordination en matière de communication des deux côtés parce que si les donateurs ont l'impression qu'il y a eu un problème de communication, ça va créer une mauvaise image de marque pour l'entité en question. Il faut que l'institution française mette en place un conseil d'administration. L'exigence réglementaire est d'avoir au minimum 3 personnes, mais c'est bon d'avoir plus, évidemment. Et pour les entités qui sont nouvellement créées, comme je vous ai parlé de M. Forbes tout à l'heure, c'est un bon exemple. Il est essentiel d'identifier un président qui est respecté et reconnu parmi ses pairs, qui a les moyens financiers personnellement pour être un grand bienfaiteur personnellement et qui a de bonnes relations parmi les philanthropes. Cet individu va être un des visages de l'organisation et va lui fournir une certaine crédibilité dans la communauté de la philanthropie. D'autres membres du conseil qui sont recrutés devraient aussi apporter un niveau similaire de capacité de don et doivent aussi avoir des relations avec d'autres dans la communauté en question. Quand une organisation recrute des individus pour siéger au conseil qui ont des compétences spécifiques, par exemple, ils ont des connaissances juridiques ou en investissement financier, etc., il ne faut pas négliger l'importance de leur engagement personnel en matière de dons. Et il faut exiger un don annuel minimum des membres du conseil, des administrateurs. Et il faut donc identifier, recruter les membres du conseil d'une manière continue, je dirais, pour assurer l'avenir, parce que parfois, il y a des personnes qui partent, il faut préparer l'arrivée de nouveau. Et il y a une tendance parfois qu'on perçoit dans les structures étrangères, qui est de concentrer les efforts initiaux à New York City. Mais en fin de compte, il y a souvent les mêmes bienfaiteurs dans les organisations qui sont binationales, françaises et américaines. Et il y a de plus en plus donc, de monde à New York City. Le marché est donc très compétitif. Mais il y a des Américains fortunés partout dans le pays. Il faut aussi envisager de s'implanter sur la côte ouest, dans le Midwest, au Texas et en Floride. Donc, je voudrais vous parler maintenant des projets en matière de levée de fonds qu'on pourrait envisager. Les initiatives sélectionnées pour la levée de fonds aux États-Unis devraient être des initiatives convaincantes, totalement convaincantes, sans appel par rapport aux donateurs américains. Ça ne veut pas dire forcément que tous les projets doivent être attrayants pour tout le monde. Il est possible aussi d'identifier des donateurs qui ont des intérêts, je dirais, de niche, qui vont soutenir tel ou tel type de recherche précise qui les intéresse personnellement. Il est important que les propositions soient bien rédigées en langue anglaise. Il faut qu'il y ait des budgets précis et des calendriers réalistes. Il faut que les propositions esquissent aussi la visibilité et la reconnaissance qui seront apportées aux donateurs du côté de la structure française en tant que remerciement. Donc, l'identification des donateurs américains, c'est un processus important. Il y a plein d'informations disponibles maintenant sur Internet, même trop d'informations, je dirais. Et il est important d'apprendre comment trier les données pertinentes.
On peut faire de la recherche en interne et demander ses salariés de faire cette recherche. Par exemple, passer en revue les sites Internet, les listes des membres des conseils d'administration, les listes des donateurs d'organisations similaires pour obtenir des informations. Mais aussi, on pourrait conduire de la recherche concernant des individus américains, des fondations qui ont déjà soutenu des projets similaires dans d'autres structures. Il faut demander aux membres du conseil d'administration et à d'autres personnes intéressées qui ont de l'expérience dans le domaine, qui on devrait cibler en premier. Si une structure n'a pas suffisamment de ressources en interne pour faire tout cela, ça pourrait être une bonne idée d'engager un chercheur professionnel, quelqu'un qui a accès aux logiciels spécialisés en la matière des produits tels que Donor Search, Wealth Engine, iWave ou Blackboard, qui sont de bonnes sources d'informations concernant la fortune personnelle de donateurs potentiels. Et concernant la gestion des donateurs, une fois qu'on les a recrutés, moi, je pense que les structures françaises devraient établir des liens étroits avec l'ambassade de France à Washington et aussi avec les consulats un peu partout dans le pays. AFL a travaillé en lien étroit avec l'ambassade et les consulats qui ont mis à disposition gracieusement des locaux, par exemple, pour héberger des événements. Et l'ouverture de Villa Albertine en 2021 a ouvert de nouvelles avenues pour la coopération franco-américaine. Aussi, pour conclure, quand on gère les donateurs aux États-Unis, c'est bon que les deux entités travaillent vraiment étroitement ensemble, qu'elles aient un plan, un véritable plan de gestion des donateurs, que tout soit fait de manière coordonnée, que les donateurs puissent aller rencontrer les dirigeants de la structure en France. Peut-être que le président de l'institution va se rendre aux États-Unis, il pourrait aller les rencontrer en personne. On peut organiser des dîners, des petites réceptions, des réunions en tête-à-tête et ça nous amène très loin quand on veut gérer des donateurs. Ça marche très, très, très bien. Je l'ai vu dans le passé. Donc, je sais qu'on a beaucoup de choses à se dire, donc je vais prendre des questions plus tard si vous voulez bien poser vos questions dans le chat. Merci beaucoup, Sue. C'était passionnant et je m'y attendais, et peut-être même encore plus que ce que j'attendais. Juste un point, comme Sue le dit, c'est très important d'avoir ce qu'on appelle du prospect research quand on va faire de la collecte de fonds aux États-Unis. On a dans nos équipes d'experts aux États-Unis sur place ce qu'on appelle les prospect researchers de très très grande qualité. Et donc, si vous souhaitez collecter des fonds aux États-Unis, on peut aussi s'occuper pour vous de faire du prospect researching. Un autre point que je vous ai mis dans le chat, pour ceux qui ne regardent pas, je vous le dis oralement, vous pouvez poser des questions dans le chat et je serai ravi de poser ces questions à nos speakers. Il y en a une qui a été posée, mais comme il l'a dit lui-même dans le chat, Sue a répondu à sa question pendant son intervention, donc je ne vais pas vous mentionner la question. Donc, utilisez le chat si vous voulez poser des questions et je les poserai à nos speakers. Encore une fois, merci beaucoup, Sue, et merci d'avoir rejoint notre équipe d'experts. On est très fiers et très heureux de t'avoir. Maintenant, je vais passer la parole à Stuart Krantz. Comme je disais au début, Stuart est un de nos plus anciens experts et sans doute un des meilleurs. Et j'ai le plaisir de travailler avec lui en ce moment sur une grande campagne d'une grande université, grande école de commerce brésilienne, qui est essentiellement orientée vers les États-Unis. Et c'est absolument passionnant et agréable de travailler avec lui. Et Stuart va nous expliquer un petit peu comment il voit le fundraising aux États-Unis, surtout pour des organisations qui viennent de l'extérieur et qui souhaitent s'implanter et collecter aux États-Unis grâce à l'expérience qu'il a accumulée, comme il l'a dit, au MIT, à Harvard, etc. Stuart, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, si jamais ma connexion Internet devient mauvaise, je couperai la vidéo pour avoir que l'audio qui marche. Vous comprendrez pourquoi. Donc, ravi d'être avec vous aujourd'hui. C'est un sujet important, oui. La levée de fonds aux États-Unis, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Sue Devine. Je pense que ceux qui assistent aujourd'hui savent très bien que c'est un thème très vaste, très, très vaste. La levée de fonds aux États-Unis,
c'est tout un programme. Donc, ça mérite réflexion, réflexion même très détaillée si on veut réaliser ces objectifs. Donc, avec ça à l'esprit, je voudrais partager avec vous quelques éléments importants aujourd'hui qui, j'espère, vont élargir un petit peu votre base de connaissances en la matière, si je puis dire, pour vous aider à aller de l'avant, peu importe l'étape où vous êtes actuellement. Donc, c'est matière à réflexion que je voudrais partager avec vous pendant quelques minutes pour donc vous encourager aussi à rester en contact avec moi après la réunion Zoom aujourd'hui, si vous voulez bien. Donc, euh, qu'est-ce qui est resté stable, je dirais? Qu'est-ce qui n'a pas changé depuis pas mal de temps aux États-Unis en fundraising? Je vais vous le dire parce que il y a quand même des pratiques avérées de qui nous aident à réussir dans ce domaine aux États-Unis et aussi, bien sûr, pour les organisations en dehors des États-Unis. Et ce qui a ce qui fonctionne depuis des années, je vais vous expliquer ce qui fonctionne bien et après je vais vous dire qu'est-ce qui a changé plus récemment en la matière. Et c'est important aussi que les entités qui essaient de lever des fonds aux États-Unis sachent que ces changements sont intervenus. Et après, je vais terminer avec quelques petites remarques en guise de conclusion sur des conseils, des suggestions, des choses que vous pouvez entreprendre vers la fin de l'année. La fin de l'année civile, c'est toujours un bon moment, vous savez. Euh, c'est une saison qui est propice à la réflexion pour réfléchir à ce qu'on a fait dans le passé et savoir comment on va aller de l'avant l'année qui vient. Donc, qu'est-ce qui est resté pareil? Qu'est-ce qui n'a pas trop changé? Qu'est-ce qui reste important à faire? D'abord, il y a des programmes de levée de fonds qui sont matures, qui réussissent bien auprès des donateurs, auprès des fondations, y compris des fondations d'entreprises aux États-Unis. D'abord, le premier élément, c'est que pour eux, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Comme le disait Sue tout à l'heure, ils réfléchissent dans le détail, en profondeur, à ce qu'ils font et comment ils font aux États-Unis et ils adoptent une approche tout à fait stratégique, précautionneuse. Ils sont aussi très sensibles à l'effet fiscal. Ils sont conservateurs au niveau fiscal. Ils ne vont pas dépenser de l'argent en levée de fonds pour aider ceux qui veulent lever des fonds s'ils ne sont pas convaincus du résultat potentiel. Donc, ils ont développé des plans d'action agressifs mais réalisables. Comme l'a dit Sue, ils ont toujours des plans. Ils ont toujours des plans et ils investissent leur temps et leurs moyens dans le développement et la mise en œuvre de leurs plans, ces fondations et entités donatrices. Donc, après, ils font une évaluation de temps en temps, de manière régulière, même pour apporter des modifications qui s'imposent. Stuart, vous êtes un peu figé. Je crois que le moment est venu de couper la vidéo. Donc, oui, je vais peut-être couper la vidéo. C'est peut-être plus pratique comme ça. Donc, ils essayent de trouver euh, des voies et moyens de réaliser leurs objectifs aux États-Unis. Donc, je disais, vous m'entendez bien, demande Stuart? Oui, oui, oui. Il est revenu. C'est bon. Donc, oui, ils utilisent donc une approche qui essaie d'identifier et identifier, éduquer, gérer d'une manière très stratégique les donateurs. Donc, pourquoi ça fonctionne depuis toujours? C'est parce qu'il y a beaucoup de donateurs qui sont des grands donateurs pour des organisations aux États-Unis ou en dehors. Eux, à l'origine, ils faisaient des dons plus petits. Et puis, il y a un processus de renforcement des liens, des relations, et ils ont fini par donner de plus en plus et des dons de plus en plus conséquents. Donc, pour bien faire ça, ça exige quand même un plan. Ça exige un plan pour réussir tout ça. Donc,
Ces plans d'action ont tendance à avoir des efforts qui sont efficaces et efficaces aussi au niveau du coût parce que ça coûte cher. Donc, ils visent toujours à maximiser les coûts engagés parce que ça coûte de l'argent. Ils essayent d'optimiser les dépenses. Et comme a dit Sue, il faut étendre ses efforts pour aller ailleurs aux États-Unis, pas qu'à New York City. Et les organisations qui le font et qui le font bien font très attention là où ils mettent l'argent et font très attention à la mise en œuvre de leur plan d'action. Donc, les organisations qui valorisent le relationnel lèvent plus de fonds en général. Vous savez que euh, souvent, on demande de l'argent rapidement parce qu'on a des besoins immédiats. Et les dons les plus importants sont reçus par les organisations qui sont prêts à approfondir leur connaissance des donateurs, ce que le donateur exige ou attend de sa philanthropie. Donc, il est très important de, de prendre connaissance de ces informations. C'est ce qui marche depuis des décennies. Il faut bien connaître les donateurs et leurs intérêts spécifiques. Quelques remarques sur ce qui a pu changer maintenant dans ce paysage aux États-Unis plus récemment. Eh bien, moi, j'ai remarqué que dans ce secteur, les donateurs sont prêts à donner à des organisations qui auxquels ils ne sont pas particulièrement affiliés depuis longtemps. Ça, c'est vrai des entités de recherche, par exemple, des entités universitaires. Et je dis ça parce que si vous êtes une entité universitaire aux États-Unis, pendant des années, presque tous les donateurs étaient des anciens élèves ou c'est des gens qui avaient des liens quelconques avec la structure depuis des années, depuis des années. Ils, ils étaient le parent d'un ancien élève, etc. Mais ça a l'air de changer. Ça a l'air de changer maintenant et d'une manière même assez spectaculaire. Les donateurs envisagent de donner maintenant à des entités qui abordent, qui résolvent des problèmes qui les préoccupent. Donc, par exemple, à l'université de Californie à San Diego, il y a de la recherche en matière de biologie marine, etc. Et il y a beaucoup de grands donateurs qui donnent à cette structure pour aider à résoudre les problèmes associés au changement climatique. Et ils n'étaient pas étudiants à cette université de Californie. Ils n'ont même pas vécu dans cette région. Et ça, c'est un exemple parlant qu'on peut répliquer ailleurs. J'ai remarqué plutôt le même phénomène ailleurs, concernant les entités du monde universitaire notamment. Et ça illustre le fait que les donateurs veulent que leur philanthropie améliore le monde et ils vont soutenir les organismes à but non lucratif qui les aident à résoudre les problèmes qui les préoccupent. Mais aux États-Unis et en dehors, il faut aussi tenir compte, surtout en tant qu'entité européenne qui veut lever des fonds aux États-Unis, il est très important de commencer à comprendre comment votre structure aborde ces grands thèmes, ces grands défis, comment vous remplissez une lacune qui existe. Et ça peut justifier leur soutien. Donc, ayant ça à l'esprit, je dirais que les organisations pourraient se concentrer pour les États-Unis sur quel est leur rêve, quelle est leur vision et comment la philanthropie, les donateurs peuvent vous aider à y arriver. Donc, autre chose que je voudrais dire en guise de conclusion, c'est qu'aux États-Unis, dans la levée des fonds, il s'agit de faire fondre les rêves, de faire fusionner les rêves, les aspirations des donateurs avec les vôtres. Donc, il faut qu'il y ait une fusion et il faut donc
connaître vos donateurs, il s'agit de construire cette relation authentique et honnête qui peut jouer un rôle clé. Mais ça prend du temps, ça demande des efforts, mais les résultats peuvent être extraordinaires et ça vaut le coup de faire cela avec une approche, une démarche tout à fait stratégique et bien réfléchie. Merci. Merci beaucoup, Stuart. On était désolé de plus te voir parce que tu es un très bel expert. Mais tu es revenu maintenant. Je vais maintenant passer la parole à notre directrice générale, Nancy Bixon, qui va nous parler de ce qu'elle connaît très très bien, tout ce qui est autour de ce qu'on appelle le tax and legal aux États-Unis, et puis tout ce qu'on peut faire avec Chaplain York pour vous aider à développer votre installation aux États-Unis si vous souhaitez le faire, ou agrandir vos projets, avoir une vision, etc. Nancy, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci, Arnaud. Si vous voulez fundraise aux États-Unis, c'est nécessaire de comprendre des avantages pour les donateurs. Un donateur qui fait un don a une association non but lucratif a une remise de taxes. Cette remise est pour un don d'argent, une voiture, des shares of stock, pour toutes les choses. Des Américains comprennent des avantages. C'est nécessaire pour donner le don à 501c3. C'est le nom d'une association américaine. So, c'est nécessaire pour vous d'avoir un 501c3. Peut-être your American friends of vous, ou utiliser une autre association comme Chaplain York US Foundation ou la Fondation Roi Baudouin. C'est plus important d'offrir les Américains des avantages de taxes. Si vous voulez fundraise sans des avantages, c'est plus difficile parce que les autres 501c3s offrent des avantages. C'est le plus important de fundraising aux États-Unis. À Chaplain York, nous sommes établis les 501c3 et nous sommes responsables de la gestion de 501c3 aussi. Mais c'est plus important de comprendre la loi de dons aux États-Unis. C'est suffit pour maintenant parce que vous voulez demander des questions pour Stuart et aussi les autres acteurs. Ça suffit? Oh non?
Bravo, Nancy. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu viens de faire. Je sais que c'est pas facile. Je suis désolée pour mes erreurs. Non, non, c'est très bien. Bravo. On n'a pas eu d'autres questions dans le chat. Donc, si vous en avez, allez-y. S'il n'y en a pas qui apparaissent, on va clore le webinaire. Mais alors, j'ai une question là de Géraldine. Combien de temps doit-on prévoir pour la prospection et ensuite la relation donateur avant de recevoir le premier don? Peut-être pour Stuart et peut-être aussi Sue, si tu veux. Oui, je vais garder ma vidéo et je suis désolée si je dois couper la vidéo. C'est une bonne question. Je ne pense pas qu'il y ait une seule réponse à cette question. Je ne pense pas. Il y a quand même une accélération maintenant du processus de sollicitation. Ça, on le voit aux États-Unis. Donc, ce processus a tendance à aller plus rapidement. Mais ce que je conseille aux clients, c'est qu'il faut être complètement transparent au début. Dire pourquoi vous les rencontrez, qu'est-ce que vous voulez essayer de faire et quel est le rôle des dons, des donateurs ou que les donateurs pourraient jouer à l'avenir pour votre organisation. Il faut être très transparent là-dessus au tout début. Si vous voulez savoir plus concernant cet individu, ça va leur faire plaisir aussi, je pense. Ils vont vous faire encore plus confiance et ça ira peut-être plus vite même. Mais je dirais qu'il n'y a pas une seule réponse à cette question. Mais il faut être authentique, transparent et honnête dès le début. Merci beaucoup, Stuart. Sue, tu veux ajouter quelque chose ou pas? We don't hear you. C'est bon maintenant, merci. Non, il n'y a pas de réponse universelle. Ça dépend de l'individu, s'ils ont déjà eu une relation avec votre entité, votre organisation. Quand ce sont des organisations internationales, ça va être peut-être plus lent avec les États-Unis parce qu'il faut prendre l'avion plusieurs fois, il faut aller rencontrer le donateur qui, lui, va venir rencontrer le directeur de musée ou autre. Donc, ça pourrait prendre un peu plus longtemps. Je sais que ces grandes universités en particulier, qui ont pas mal de grands objectifs, peuvent accélérer les choses, mais quand c'est le début, pour vous aux États-Unis, ça va être plutôt un slow qu'une danse rapide, je dirais. OK. Peut-être une autre question qui pourrait être aussi pour toi, Sue. Qu'est-ce que vous recommande le Prospect Research? En fait, qu'est-ce qu'on peut attendre du Prospect Research quand on s'installe aux États-Unis et qu'on veut faire de la collecte aux États-Unis? Eh bien, si vous travaillez avec un professionnel, là, vous pouvez obtenir beaucoup d'informations sur un donateur potentiel, mais de sources publiques, c'est de sources publiées. Ça peut améliorer vos connaissances. Si c'est quelqu'un qui donne à des fondations qui ont des archives ou à d'autres structures où il y a des communiqués de presse sur les grands dons, vous pouvez accumuler pas mal de connaissances concernant ce donateur potentiel, sur le niveau de dons qu'ils font, etc. et leurs intérêts particuliers. Ça peut vous aider beaucoup quand il faut décider le niveau de dons que vous voudriez les encourager à faire. Donc, ça, ça peut être très précieux, oui, cette aide-là. Vous pouvez savoir où ils habitent, leur implication avec d'autres structures, s'il y a des relations qu'ils ont, est-ce qu'ils connaissent des membres de votre conseil d'administration, est-ce qu'il y a des connaissances communes, etc., etc. Donc, moi, j'essaie toujours de faire ça. On peut le faire tout seul, moi, je le fais tout le temps, mais quand on veut vraiment aller en profondeur, c'est bon de prendre un professionnel pour la recherche des prospects. Merci beaucoup. Et comme je le disais tout à l'heure, on a dans nos équipes d'experts d'excellents prospect researchers. Donc ça, on peut absolument vous aider si vous souhaitez faire du prospect researching aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat qui on recommande. Et il y a aussi quelqu'un qui dit combien ça coûte d'être accompagné par Chaper New York. Alors pour ces deux questions, je vous demanderai
de me répondre, de me contacter par mail, et je vous ai mis mon adresse email dans le chat. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions qui arrivent. Donc, on va clore le webinaire. Ça a été absolument passionnant. Il y a eu beaucoup de gens qui ont participé et je vous remercie infiniment. Comme je l'ai dit, ou je ne sais pas si je l'ai dit, mais je l'ai dit dans le chat, je crois, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le recevoir, le partager, etc. On vous remercie infiniment et on refera d'autres webinaires et on espère qu'on va propager comme ça la bonne parole. Et si on peut vous aider pour vos projets de collecte aux États-Unis, on est là et on serait très heureux de travailler avec vous. Merci infiniment et bonne soirée à tous. Et bonne journée à nos amis de la côte ouest.